Alors dans cette vidéo, avant de voir la programmation donc pour contrôler le servomoteur par le biais du potentiomètre, on va d'abord voir un peu plus dans le détail les composants qui sont le potentiomètre, le servomoteur ainsi que le condensateur, donc les composants que je vais utiliser sur ce montage-là. Alors je vais commencer par présenter le potentiomètre. Donc le potentiomètre sur la platine DC, c'est cette pièce-là. Donc c'est un bouton que l'on tourne et donc c'est une résistance qui va varier. Et ça c'est un potentiomètre qui va varier de 0 à 10 000 ohms. Donc un petit zoom sur le potentiomètre, on voit que ici il y a inscrit 10K, donc c'est 10 000 ohms. Donc le potentiomètre c'est une résistance variable avec 3 bornes. Donc à usage électronique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il n'y a pas d'intensité qui passe. C'est pas fait pour. Il existe le rhéostat qui est aussi une résistance variable mais pour des tensions et courants élevés et on n'utilise que 2 bornes. Donc si tu vas sur Google Images et si tu fais une recherche avec le terme rhéostat, tu verras qu'un rhéostat ça n'a pas du tout la même taille qu'un potentiomètre. Donc le potentiomètre de 10 000 ohms varie de 10 000 à 1 ohm. En tout cas sur celui-là que j'ai fait des tests, on varie de 10 000 à 1 ohm. Alors là où je varie de 0 à 10 000 ohms, c'est ici. C'est-à-dire que si je prends ma pointe de touche de mon multimètre, si je la mets ici, donc bien sûr le potentiomètre est débranché, il n'y a pas de condensateur. Si je mets ma pointe de touche ici et ici, lorsque le bouton sera à une extrémité, je serai à 10 000 ohms et à l'autre extrémité, je serai vers 1 ohm. Sur le mien, j'arrive pas à descendre à 0. Par contre, si je mets mon multimètre ici et ici, donc si je mesure la résistance qu'il y a au bord du potentiomètre, là, au niveau des deux pattes, donc ce sont les deux pattes qu'il y a derrière. Bien sûr, le potentiomètre est enlevé de la platine DC pour faire ces mesures-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condensateur, il n'y a pas de conducteur, il n'y a rien. Eh bien, je vais relever une valeur de 10 000 ohms. Quelle que soit la position du potentiomètre, entre ici et ici, j'aurai toujours 10 000 ohms. La seule valeur de résistance donc qui va varier, c'est la résistance que l'on va mesurer entre ici et ici et qui part vers l'entrée analogique à 0. C'est la seule résistance qui est variable. Donc à noter, donc potentiomètre enlevé de la breadboard, si tu mesures entre ici et ici, tu mesures 10 000 ohms. Entre ici et ici, tu auras 0 ohm. Donc moi avec le mien, je mesure 1 ohm. Et si tu mesures ici et ici 10 000 ohms, bien sûr ça dépendra de la position du bouton, il faut que le bouton soit à une extrémité. Mais si ici, ici, tu mesures 10 000 ohms, alors si tu fais une mesure de résistance ici, ici, tu auras 0 ohm, 1 ohm. Voilà. Donc là ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bord d'un potentiomètre, donc ça c'est un potentiomètre 10 000 ohms, et bien ici, tu auras toujours 10 000 ohms. Et la seule valeur qui va bouger suivant la position du bouton, c'est entre ici et ici. Ou ici en tout cas, c'est en mesurant la résistance en mettant une des pointes de touche sur la patte du milieu. Et donc c'est grâce à ça que lorsque le 5 volts passe, comme la résistance varie, et bien donc je peux avoir une tension sur l'entrée analogique à 0 qui va aller de 5 volts à pratiquement 0 volts. Et quand je dis 5 volts, c'est presque 5 volts parce qu'on verra lorsque je testerai le montage, j'arrive pas tout à fait à 1023. J'arrive à 1000. Par contre, le 0 point, j'arrive bien à l'avoir. Mais ça, on le verra dans la vidéo suivante. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur le potentiomètre, en tout cas au niveau où j'en suis. Et donc après on a le servomoteur. Donc j'ai pas dit mais au niveau du potentiomètre, là j'y pense maintenant là, sur le site Arduino il n'y a pas de datasheet du potentiomètre, de fiche technique du potentiomètre. Donc au niveau du servomoteur, le servomoteur c'est ça. Alors attention, un servomoteur de cette forme là c'est dans le domaine électronique, dans le domaine du modélisme. Dans le monde professionnel un servomoteur c'est pas du tout ça, ça ressemble pas du tout à ça. D'ailleurs je vais montrer après quelques photos de ce que c'est un servomoteur dans le domaine du génie climatique. Et donc une petite définition du servomoteur trouvée sur Wikipédia. Donc un servomoteur, souvent abrégé en servo, provenant du latin servus qui signifie esclave, est un moteur capable de maintenir une opposition à un effort statique et dont la position est vérifiée en continu et corrigée en fonction de la mesure. C'est donc un système asservi. Le servomoteur intègre dans un même boîtier la mécanique, moteur et engrenage, et l'électronique pour la commande et l'asservissement du moteur. La position est définie avec une limite de débattement d'angle de 180 degrés, mais également disponible en rotation continue. Donc ça veut dire qu'il en existe où on peut aller à plus de 180 degrés. Les servomoteurs sont répandus pour les vannes industrielles et le modélisme. Le terme servomoteur désigne également de manière abusive le préactionneur, la plupart du temps pneumatique, système membrane ressort, plus rarement hydraulique ou électrique d'une vanne de régulation. Dans ce cas, l'asservissement de position est toujours effectué par un organe distinct nommé positionneur. Donc là, cette définition-là, elle est vieille. Dans l'industrie des préactionneurs pneumatiques, c'était vrai il y a 15 ans, maintenant il n'y en a quasiment plus, à part dans les zones vraiment à Tex, et encore maintenant il existe des vannes à Tex électriques. Donc ça c'est en voie de disparition tout ça. Et donc dans le milieu professionnel, oui, des servomoteurs il y en a partout, c'est à dire que là où il y a une vanne, obligatoirement il va y avoir un servomoteur dessus. Donc là le servomoteur qu'on a dans le starter kit il est spécial dans le sens où c'est un servomoteur de modélisme, et donc on le voit la modélisme, et donc il a un débattement que de 0 à 180 degrés, c'est à dire que là ce qu'ils appellent le palonnier là, il vient, donc là il a une position, et bien il peut tourner donc de, si ça c'est le 0 degré, et bien il va pouvoir tourner comme ça, et il s'arrêtera ici. Donc dans le domaine du génie climatique,
hydraulique. Donc là on peut voir un petit schéma de principe qu'il y a sur mon blog. Donc là ce que l'on peut voir ici, ce sont différents schémas hydrauliques, car suivant comment est montée une vanne, on peut avoir plusieurs comportements différents. Et donc là ce que l'on voit là, donc c'est ici là une vanne, et au-dessus je fais un petit carré. Donc ça c'est le servomoteur qui contrôle la vanne, c'est-à-dire qui contrôle l'ouverture et la fermeture de la vanne, sachant que l'ouverture et la fermeture de la vanne sur ce type de vanne là peut aller de 0 à 100% et prendre toutes les positions intermédiaires. Et donc là on peut voir à quoi ça ressemble un servomoteur dans le domaine du génie climatique. Donc ça c'est une vanne 3 voies. Donc là on a un servomoteur, donc on voit que là il y a une sorte de vérin qui sort ici là, pour pousser la tige qui est elle-même reliée à l'intérieur à un clapet, donc ça va permettre de mettre plus ou moins de débit dans le passage de la vanne là. Et donc là il existe des servomoteurs 3 points, c'est-à-dire qui sont alimentés en 230 volts, c'est-à-dire dont la commande va se faire en 230 volts. Il existe des servomoteurs en 0,10 volts, toujours c'est au niveau de la commande. Il existe aussi des servomoteurs en 420 mA. Et après il existe des servomoteurs un peu spéciaux que j'ai déjà vu en 0,20 volts. Donc un servomoteur peut avoir cette forme là, mais il peut aussi avoir cette forme là, car ça c'est un modèle dont je n'ai pas parlé, mais ça s'appelle un servomoteur thermique. C'est encore une technologie particulière pour contrôler l'ouverture et la fermeture d'une vanne. Donc tout ça c'est pour faire de la régulation, c'est-à-dire que on va contrôler le débit qui passe dans la vanne, car grâce à ça on va pouvoir donc contrôler la puissance de chauffe d'une batterie par exemple, d'une centrale de traitement d'air ou alors de radiateur. Ça marche aussi en froid, car ces petits servomoteurs thermiques on les voit très souvent sur les vannes des ventiloconvecteurs. D'ailleurs il y a quasiment que ça. Et donc là sur cette photo on peut voir un autre type de servomoteur, donc il a une autre forme, on le voit par rapport à la position du servomoteur sur la vanne, c'est pas comme ce que j'ai montré juste avant. Donc ça c'est un servomoteur que l'on appelle 3 points. Donc juste pour la culture technique, ici on a un servomoteur 3 points. Donc c'est quoi sa particularité? C'est qu'ici tu arrives en 230 volts, tu as sur le régulateur deux sorties, une sortie qui va aller en Y1 qui va ouvrir le servomoteur, donc ouvrir la vanne, et une autre sortie qui va fermer le servomoteur, qui va fermer la vanne. Alors quand je dis ouvrir ou fermer le servomoteur, c'est-à-dire que dedans il y a un moteur électrique. Quand il est alimenté en Y1, il va tourner par exemple dans le sens horaire, et lorsque tu vas alimenter en Y2, tu vas le faire tourner dans le sens anti-horaire. Donc ça veut dire que soit c'est lui qui est fermé, les deux ne peuvent pas être fermés en même temps au niveau du régulateur, et même si ça devait se fermer en même temps au niveau du régulateur, à l'intérieur il y a des contacts, ils feront que le servomoteur ne tournera que dans un sens, soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Donc ça ce sont des servomoteurs que l'on trouve sur les départs chauffage, en chaufferie ou en sous-station chauffage. Et donc là un autre type de servomoteur, donc on le voit, c'est une petite boîte carrée juste au-dessus de cette vanne là, et lui là, ça c'est un servomoteur en 0,10 volts. Donc souvent on les trouve sur les centrales de traitement d'air, mais des fois on peut les trouver aussi sur les départs chauffage. Ça dépend, car ces servomoteurs là sont beaucoup plus chers que les servomoteurs 3 points. Sachant que le servomoteur le plus cher, c'est celui qui aura une commande en 420 mA. Le moins cher de tous, c'est le servomoteur thermique. Après, ce qui est un peu plus cher, c'est le servomoteur 3 points, donc alimenté en 230 volts. Dans la commande est en 230 volts. Après, encore au-dessus, beaucoup plus cher, il y a le servomoteur en 0,10 volts, sachant que plus c'est cher, plus c'est précis. C'est pour ça que sur les centrales de traitement d'air, on met du 0,10 volts. Et après, encore au-dessus, il y a le 420 mA qu'en principe, on ne trouve que dans l'industrie, car c'est beaucoup plus cher. Bien sûr, à caractéristiques équivalentes du servomoteur, c'est-à-dire au niveau donc de leur taille et de leur puissance. Et je rajouterai aussi qu'on peut les trouver sur les volets d'air ou les registres d'air des centrales de traitement d'air par exemple. Donc voilà, tu peux aller sur mon blog pour voir le schéma électrique d'un départ chauffage avec une pompe et donc avec le servomoteur qui contrôle le départ chauffage. Là j'ai fait un petit schéma électrique, tout ça avec des explications sur l'article de mon blog qui est chaufferie 03, schéma électrique et câblage d'un départ chauffage de base. Donc ça, tu marques ça sur Google et tu vas tomber dessus directement. Et donc le servomoteur est un organe très important qu'il faut savoir contrôler. Et donc après on a le condensateur. Donc le condensateur on le voit, il y en a un ici et un ici. On peut voir que sur le starter kit, j'utilise un condensateur de 100 microfarad avec une tension de 25 volts maximum supportable. Alors le condensateur est un composant électrique passif qui stocke l'énergie électrique de façon temporaire en vue d'une consommation différée. Donc on le voit ici, là il y a un condensateur de 100 microfarad qui est polarisé, donc le plus va sur le plus ici et le moins va ici. Donc si ici ils mettent un condensateur, c'est parce que à la base, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les sorties de l'Arduino ne sont pas faites pour contrôler des composants qui consomment beaucoup d'électricité. C'est-à-dire que l'intensité qui peut passer dans une broche est limitée à quelques milliampères et en principe un moteur ça va consommer plusieurs centaines de milliampères. Donc là comme c'est un tout petit servomoteur, comme on a pu le voir sur les photos précédentes, et bien lorsqu'un moteur démarre il fait un appel de courant. C'est-à-dire que pour passer de l'état donc initial, c'est-à-dire il bouge pas, à l'état où il bouge, pour vaincre les frottements etc, il est obligé de surconsommer au démarrage. Donc lorsque
lorsqu'il y a une surconsommation, ça veut dire qu'il y a une très forte demande d'intensité. Et donc pour éviter de peut-être cramer la carte ou que la chute de tension soit trop importante, parce que lorsqu'il y a une surdemande d'intensité, il y a une chute de tension. Et ça on le voit très bien par exemple chez soi. Lorsque les lumières sont allumées, si on allume l'aspirateur, à un moment donné, la luminosité diminue et remonte parce que le moteur se met en marche, et lorsqu'il se met en marche, il demande beaucoup plus de courant que lorsqu'il est à l'état normal en fonctionnement. Donc ce condensateur là sert de réserve d'énergie lorsqu'il démarre, donc ça permet d'avoir une réserve d'énergie, et donc le servomoteur va prendre une partie de l'énergie qui est à l'intérieur, ce qui va éviter de faire une trop forte chute de tension. Malgré que, on le verra dans la vidéo prochaine, lorsqu'on le met en marche, on voit que la diode qui sert à visualiser si la carte est alimentée, on voit que cette diode, son intensité lumineuse diminue lorsque le servomoteur fonctionne. Voilà. Donc après, pour utiliser des moteurs plus puissants, il faut passer par du relayage. Donc là, comme c'est pour apprendre la programmation pour contrôler un servomoteur, quand on verra que la programmation c'est particulier, on va avoir des nouveaux modes de programmation, de nouvelles choses. Et donc ils ont mis un tout petit servomoteur pour pouvoir donc apprendre ces nouveaux modes de programmation, pour pouvoir faire des tests facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a un condensateur de 100 microfarads, c'est pour avoir une réserve d'énergie. Comme ça, lorsque le servomoteur démarre, et bien au lieu de faire tomber la carte Arduino, une partie de cette énergie-là va être absorbée dans le condensateur au démarrage, et après, une fois qu'il est en régime établi, c'est-à-dire lorsqu'il fonctionne normalement, lorsqu'il tourne normalement, l'intensité diminue, et donc après, ce que fournit la carte Arduino est suffisant en intensité pour pouvoir le faire fonctionner. Donc c'est juste pour le démarrage. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert le condensateur au bord du potentiomètre? Je sais pas. Je pense que c'est pour stabiliser le signal, parce qu'on va voir que des fois, le servomoteur, il fait tout le temps du bruit, c'est-à-dire que il veut s'ouvrir et se fermer en permanence, parce que au niveau de l'entrée analogique, le signal varie en permanence. Comme l'entrée analogique a une sensibilité de 0,1023 points, on va voir que des fois, le signal, il va varier entre 980 et 970. Et bien ça, donc, dans la manière dont c'est programmé, fait que lui, il veut tout le temps s'ouvrir et se fermer. Alors des fois, suivant la position où on met le potentiomètre, la valeur ne bouge plus, donc le servomoteur ne fait pas de bruit, c'est-à-dire il est complètement arrêté. Mais lorsque le signal varie en permanence, le servomoteur veut tout le temps s'ouvrir ou se fermer. Alors on le voit pas parce que c'est des toutes petites variations sur l'entrée analogique. Par contre, ça fait du bruit sur le servomoteur. Donc juste pour information, parce que là moi je fais pas un cours d'électronique sur les condensateurs, parce que sur les condensateurs, ça peut être vite complexe, parce que la question que l'on peut se poser, c'est la question qu'on se pose tous à un moment donné, c'est 100 microfarads. Pourquoi et comment tu fais pour savoir que tu as besoin de 100 microfarads pour ce servomoteur-là? Autant pour les résistances électriques avec l'ohme U égale RI, c'est pas très compliqué à comprendre, à calculer le choix d'une résistance. Autant pour les condensateurs, c'est plus la même musique. Voilà, parce que le condensateur là, ils mettent 100 microfarads, mais pourquoi ils ont pas mis 200, 300, 400, ou pourquoi ils ont pas mis 50 microfarads? C'est comment on sélectionne la valeur, c'est-à-dire comment on sélectionne le bon condensateur pour la bonne application. Donc ça, je sais pas. Donc souvent en terminologie, on parle de charge, décharge. Donc là, je prends un petit exemple, le flash d'appareil photo. Moi, j'ai un de mes appareils photo qui a lâché, c'est-à-dire que le flash ne rechargeait plus. C'est-à-dire qu'en principe, quand un appareil photo, le flash recharge en quelques secondes. Et bien le mien, il mettait 40 secondes à recharger, donc le condensateur à l'intérieur était mort. Donc c'est un composant passif. Un composant est passif lorsqu'il ne permet pas d'augmenter la puissance d'un signal. Les résistances, les condensateurs et les bobines sont des composants passifs. Il est constitué de deux armatures conductrices séparées par un isolant diélectrique. Le condensateur s'oppose aux variations de tension, car il faut un certain temps pour que la charge s'accumule sur les armatures conductrices du condensateur. Donc si on fait varier brusquement la tension appliquée aux bornes d'un condensateur, il ne réagit pas de manière instantanée, sa tension change plus lentement que la tension qui lui est appliquée. Donc l'unité du condensateur, c'est le farad. Donc nous on utilise des sous-multiples du farad, parce qu'un farad ça serait une très grosse unité. Donc un farad est la capacité nécessaire pour faire circuler un courant d'1 ampère quand la tension change d'1 volt par seconde. Et donc la définition de Wikipédia, c'est un farad est la capacité d'un conducteur électrique isolé pour laquelle une addition de cette valeur-là, donc il y a beaucoup d'électrons, provoque une augmentation de son potentiel de 1 volt. Cette charge électrique composée de donc 6,241 x 10 puissance 18 électrons représente en fait une charge électrique de 1 coulomb. Le coulomb est aussi le nombre d'électrons traversant chaque seconde la section d'un conducteur parcouru par un courant de 1 ampère. Donc condensateur paramètre, donc j'ai pas mis la formule du condensateur parce qu'après il faut savoir l'utiliser. Franchement, comme j'ai dit, moi ce qui m'intéresserait avec les condensateurs, c'est savoir comment je calcule le condensateur par rapport à l'application que je veux faire. Donc il y a plusieurs types de condensateurs. Faut savoir que c'est un composant électronique qui peut être très dangereux, donc je vais en parler après. Donc il y a deux types de condensateurs, les polarisés et les non polarisés. Donc le polarisé, comme ici là on a un condensateur électrolytique aluminium. Donc le diélectrique c'est électrolytique. Donc bien sûr diélectrique ça veut dire isolant, c'est-à-dire que l'électricité passe pas. La patte moins est plus courte que la patte plus et un marquage est indiqué sur le condensateur. Si la polarité n'est pas respectée, le condensateur peut exploser et endommager le reste du matériel. Donc moi ça m'est déjà arrivé sur une alimentation de PC, un condensateur a explosé. Alors pas parce qu'il était mal branché, parce que c'était une alimentation premier prix, no name, et ça m'a bousillé la carte mère, le disque dur, ça m'a bousillé le PC entièrement. Et depuis ce jour-là, je n'achète que des alimentations haut de gamme. Car il faut savoir que le condensateur là, électrolytique,
là, il a une durée de vie. Donc moins il est cher, moins sa durée de vie sera longue. Et quand lui il crame, il peut tout bousiller sur une carte électronique. Il faut le savoir. Donc il y a les non polarisés, donc là il n'y a pas de sens de raccordement, il n'y a pas de plus-moins, c'est comme une résistance, ça marche dans les deux sens. Donc après un condensateur a une précision, une tolérance et une tension maximale de service. Donc ici ça serait 25 volts. Au-delà il devrait chauffer, voire exploser. Alors probablement qu'un condensateur ça explose parce que dedans donc il y a une armature qui est enroulée, donc tout est compacté et donc lorsque ça se dilate, ça chauffe. Au bout d'un moment, voilà quoi, s'il n'y a pas la place, eh bien ça éclate. Donc je vais rajouter sur les condensateurs, ce sont des composants qui sont potentiellement dangereux. Donc ici on est sur du courant faible, on est sur du 5 volts, donc bon je pense qu'il n'y a pas trop de risque. Par contre dès qu'on est sur de l'électronique de puissance, comme par exemple les variateurs de fréquence que l'on trouve sur des machines du génie climatique et du foin commercial, eh bien les condensateurs, même lorsqu'on coupe l'alimentation électrique, comme c'est une réserve d'énergie, comme c'est un réservoir d'énergie, eh bien il garde sa tension à l'intérieur, ce qui fait que s'il n'est pas déchargé, si tu le touches, c'est toi qui vas faire la résistance électrique et c'est toi qui vas prendre une grosse décharge. Donc ça peut être extrêmement dangereux, un condensateur, dans le domaine de l'électronique de puissance, c'est-à-dire lorsqu'on alimente les appareils en 230 volts, 400 volts. Parce que toutes les clims qui sont inverteurs, c'est-à-dire avec un variateur de fréquence sur le compresseur pour contrôler donc le débit de fuite frigorigène qui passera dans le détendeur et donc dans les échangeurs, eh bien il y a des très gros condensateurs de puissance pour pouvoir faire de la variation de fréquence sur un compresseur. Donc voilà, donc le condensateur, il faut s'en méfier. Dans la prochaine vidéo, on verra les mots de programmation, en tout cas ce qu'on a besoin de voir pour pouvoir faire le programme et contrôler le servomoteur par le biais du potentiomètre. Cette vidéo sera Arduino 42. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.